Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à Jean Loth, historien et petit-fils d'Auguste von der Eeden. Remerciements. Nous remercions aussi plus particulièrement Jacques Auboin qui nous a fourni un arbre généalogique détaillé des descendants d'Auguste von der Eeden, ainsi que 2 ouvrages sur la guerre de 1870 qui nous ont été très utiles. Après sa parution en 1912, le récit a été publié sous forme de feuilleton dans la presse locale de Troyes. Avertissement aux lecteurs. Publié une première fois en 1912 aux imprimeries de Troyes, ce témoignage a été ensuite repris par l'historien Jean Loth dans son livre Odyssée lorraine, sous la forme d'une version remaniée et abrégée. Nous avons choisi d'adopter la démarche inverse, et nous avons conservé le texte intégral de l'évasion tel que l'a vécu et relaté Auguste von der Eeden. Ce récit a donné lieu à 2 publications de Jean Loth, la première dans l'Almanach Saint-Joseph, paru en 1994, la seconde dans un bulletin de l'association Lettres et Arts. Ce conflit, qui a débuté le 19 juillet 1870 par la déclaration de guerre de la France à la Prusse, a été suivi par la capitulation de Napoléon III le 2 septembre 1870, ce qui a eu pour conséquence la fin du Second Empire et la proclamation de la Troisième République. Le régime républicain décide de poursuivre la guerre. Le traité de Francfort signé le 10 mai 1871 met fin au conflit. Nous nous proposons d'étudier le témoignage d'Auguste von der Eeden, en ayant pour objectif l'étude des conditions de détention des prisonniers de guerre en 1870, et celle des conditions de son évasion, action qui en 1870 était plus rare qu'on ne le pense. Introduction. La guerre franco-prussienne de 1870 est un conflit au caractère particulier qui peut être appréhendé par des récits de souvenirs, carnets de guerre, journaux intimes de l'époque présentant des témoignages précis qui appartiennent à 2 grandes catégories. Les textes sous forme de lettres, de carnets rédigés à chaud, et les souvenirs publiés entre 1871 et 1914, écrits rédigés a posteriori qui sont les plus nombreux. Le récit d'Auguste von der Eeden appartient à la 2e catégorie. Jeune soldat âgé de 21 ans appelé sous les drapeaux au moment de la guerre de 1870, il est fait prisonnier et se trouve emprisonné à Mayence dans un des plus grands rassemblements de captifs au moment de ce conflit. Il s'en évade en compagnie d'un compagnon prisonnier comme lui. L'honneur et il rédige ensuite le récit de ses aventures et mésaventures, publié en 1912, soit 2 ans avant la Première Guerre mondiale. Ce témoignage paru longtemps après les faits, 40 ans, relate avec un luxe de détails les multiples péripéties des 2 compagnons pour atteindre enfin la Suisse au terme d'un périple particulièrement mouvementé. Après le désastre de Sedan et la chute du Second Empire, les prisonniers sont transférés en direction des camps en Allemagne dont celui de Mayence où l'auteur est incarcéré. La masse considérable des prisonniers consécutive aux défaites du mois d'août 1870 pose d'énormes problèmes logistiques aux autorités allemandes qui n'étaient pas préparées à accueillir autant de prisonniers, lesquels ont été répartis entre le rassemblement de Magdebourg avec 24 000 prisonniers, ensuite Mayence avec 22 000 prisonniers, Kolberg, 19 000 et Stettin, 16 000 prisonniers. René Bendick donne un élément de comparaison. Magdebourg comptait 84 000 habitants et il y avait 24 000 prisonniers. Les contacts des prisonniers avec la population locale devaient être fréquents. En très peu de temps, selon Jean-François Lecaillon, les Allemands sont confrontés à une situation d'une ampleur sans précédent, le nombre de prisonniers. Sur l'ensemble du conflit, près de 400 000 Français ont été internés en Allemagne mais c'est leur afflux brutal qui pose problème. 6 000 dès le 6 août, puis 83 000 le 3 septembre et 175 000 le 28 octobre. Inutile de préciser que l'accueil et l'hébergement d'un nombre aussi important de prisonniers posent des problèmes d'organisation. Leur transport en direction de Mayence se fait en wagons à bestiaux. L'auteur décrit la ville au moment de leur arrivée au début du mois d'octobre 1870. Une cité défendue par plusieurs portes, les rues étroites sont éclairées par de rares becs de gaz. Les prisonniers ne résident pas à l'intérieur de la ville, ce qui était réservé aux officiers, mais à l'extérieur au camp du Kreuzberg, sans eau courante,
les soldats sont obligés de participer aux corvées des '. Ils sont logés dans des tentes coniques, de vieilles tentes autrichiennes que les Prussiens avaient prises en 1866 et ils dorment sur des lits formés de bottes de paille. La nourriture, recherche de nourriture et tout ce qui s'y rapporte occupe une place importante dans le récit et aussi dans la vie des captifs. Dès leur arrivée au camp, les prisonniers ont faim et ce ressenti de la faim est une constante du récit, que ce soit au camp ou au dehors et ensuite au moment de l'évasion des deux hommes. Au début, les prisonniers reçoivent des demi-miches de pain noir appelées obus de 4, accompagnés de café noir. Ils n'ont droit qu'à un seul repas par jour. Un seau de bois plein de soupe composée de haricots, pois, lentilles avec un morceau de viande qui devient de plus en plus petit au fil des jours. La viande, souvent de mauvaise qualité, fait cruellement défaut. La faim est une composante de la vie des prisonniers et occupe les esprits nuit et jour. Les conditions de vie sont difficiles mais elles n'ont cependant rien de comparable avec les systèmes concentrationnaires du XXe siècle, où le souci de déshumanisation est constant. Dans les camps de toile de Mayence ou d'ailleurs, ces constructions sont la conséquence de la guerre de masse, et si les conditions de captivité sont rendues difficiles par le froid, la neige, c'est plus par nécessité de s'adapter à une situation nouvelle que par désir de punir les prisonniers. Les maladies qui touchent plus particulièrement les soldats sont la petite vérole, le typhus, la dysenterie. L'hiver 1870-71 a été particulièrement rude, ce froid glacial rend les conditions de détention encore plus difficiles et la mortalité très élevée est due aussi aux conditions climatiques particulièrement rigoureuses marquées par la neige et le froid. Auguste von der Eden évoque des températures très nettement inférieures à 0 degré. Cependant, les médecins allemands réussissent à faire diminuer le taux de mortalité dans les camps, le souci n'est pas de laisser mourir le prisonnier. La vie des prisonniers devient progressivement acceptable, les observateurs suisses, membres de la Croix-Rouge et français, les prêtres en témoignent. L'ouvrage d'Henri Dunant intitulé Un souvenir de Solferino est publié à Genève vers la fin de l'année 1862. Gustave Moignet est à l'origine de ce qui va devenir la Croix-Rouge. Progressivement, la vie dans les camps s'organise. Pour tromper l'ennui, le pire ennemi du soldat, les hommes fabriquaient avec des souches de bois des jeux de quilles voire des jeux de dames et d'échecs. Les prisonniers jouaient aux jeux de bouchons, de cartes et au loto militaire. Ils rédigent aussi leurs souvenirs, c'est là que se met en place une mémoire de la guerre en rédaction. Cette mémoire est souvent une reconstruction a posteriori, comme le témoignage d'Auguste von der Eden, mais cela n'empêche pas une part indéniable de sincérité. Les prisonniers de guerre ont constitué une constante dans les pratiques de la guerre et en même temps un phénomène de masse. Auguste von der Eden a-t-il écrit en captivité ? Rien ne nous permet de le dire. Les conditions d'écriture de son récit ne nous sont pas connues. Alsacien d'origine, l'auteur est né à Veilleurs dans le Bas-Rhin le 4 septembre 1849. Il s'est engagé le 27 juillet 1870 d'abord au 16e régiment de chasseurs en garnison à Besançon, puis au 13e régiment. Il est décédé à Troyes le 23 octobre 1927 à l'âge de 78 ans. En 1869, il obtient ses 2 baccalauréats puis il passe le concours d'entrée à l'école militaire de Saint-Cyr où il est admissible. Il s'engage dans l'armée au moment du conflit. Il est fait prisonnier vraisemblablement après la défaite de Sedan et envoyé au camp de Mayence à partir d'octobre 1870. Il a alors 21 ans, c'est à partir de cette date que commence son récit. Il décrit lui-même l'état d'esprit des soldats venant de Freuchy-Villers, de Sedan, de Strasbourg, qui après 2 mois de guerre sont livrés à l'ennemi à cause de l'impéritie de leurs dirigeants. Contrairement aux officiers de l'armée française qui s'engageaient à ne pas s'évader, Auguste, lui, n'a qu'une idée en tête, s'enfuir du camp de Mayence où il est retenu prisonnier. Il s'évade au début de l'hiver dans des conditions difficiles, la date précise n'est pas connue. Il n'est pas possible d'évaluer le temps que dure son évasion. Le périple qu'il décrit semble tortueux et c'est surtout sa parfaite connaissance de l'allemand qui lui permet de réussir cette évasion. Cette maîtrise de la langue lui permet ensuite d'exercer comme professeur d'allemand honoraire au lycée de garçons de Troyes, Aube. Une fois arrivé en Suisse, on peut supposer qu'il est retourné au combat. C'est là qu'il aurait été blessé, blessure mentionnée par Bernard de Larminat au cours de la guerre de 1870, ce qui l'aurait empêché de poursuivre une carrière militaire.
Bernard de Larminat, dans Chronique irrévérencieuse, parle du professeur von der Heyden. Nos études se poursuivaient entre les mains diligentes des professeurs du secondaire. Je pense surtout à ces professeurs de lettres qui formèrent notre goût, notre jugement et jusqu'à un certain point notre caractère, chez qui le sens de l'éminente dignité de leur mission s'alliait à une grande science pédagogique et au souci scrupuleux de respecter la conscience de leurs élèves. Je leur dois beaucoup de gratitude. Parmi eux, une figure pittoresque était un professeur d'allemand, von der Heyden, dit le père von, un irréductible Alsacien qui avait fait le coup de feu en 1870 comme franc-tireur et en avait gardé une balle mal logée contre la carotide, ce qui l'obligeait à porter des cols très bas avec sa redingote réglementaire. Ses colères étaient effrayantes et nous terrorisaient, mais c'est le seul homme qui m'ait appris de l'allemand. Le plus clair de son temps libre passait à préparer bénévolement à l'école de guerre les officiers de la garnison de Troyes, et non seulement en allemand, mais aussi en tactique, histoire militaire et géographie. Il eut la joie de voir son Alsace libérée avant de mourir. Auguste et Marie eurent 7 enfants. L'aîné, Henri, né en 1885, était capitaine d'infanterie et a été tué sur le front de Belgique le 22 août 1914 à Messin en Belgique à l'âge de 29 ans. Il a été élève de l'école supérieure de guerre en 1913-1914. Auguste et Marie eurent encore 2 fils. Maurice, né en 1898, âgé de 43 ans en 1940, qui devient directeur de la médersa de Constantine, Algérie, et Charles, né en 1901, qui était trésorier-payeur à Dakar, Sénégal. Le couple eut 4 filles, Suzanne, née en 1886, directrice d'école maternelle à Troyes. La seconde fille, Charlotte, née en 1888, était professeure d'anglais à Rouen, Seine-Maritime. Madeleine, née en 1891, était professeure de philosophie à Antibes-Alpes-Maritimes et Lucie, née le 5 juin 1895, maîtresse en primaire, était mariée à Camille Lotte, lieutenant des aviation, adjoint au commandant du parc 321e, formé à Ravenel. Le couple eut 8 enfants dans l'ordre: Jean, Bernard, Jacqueline, François, Annette, Pierre, Gilbert et Marie-Claude. Auguste von der Heyden était chevalier de la Légion d'honneur. Nous ignorons à quel titre, civil ou militaire. Chapitre 1, en CAPTIVITE. Le train qui nous emmenait en captivité s'arrêta. Des voix rauques se firent entendre sur le quai d'une gare inconnue. La porte du wagon à bestiaux où nous étions entassés s'ouvrit et on nous ordonna de descendre. Devant nous étaient alignées 2 compagnies d'infanterie prussienne. On nous rangea sur 2 rangs. On fit faire par le flanc et encadrés entre les 2 compagnies qui marchaient en serre-file, nous sortîmes de la gare. En passant, je pus lire sur un mur, Mainz, nous étions donc à Mayence. Après avoir franchi plusieurs portes, et une porte surmontée d'une haute tour, nous entrâmes dans la ville. Par des rues étroites, aux rares becs de gaz, nous arrivâmes enfin à la citadelle. Il pouvait être 10 ou 11 heures du soir. On nous mena dans les corridors d'une grande caserne. On boucla les portes, on posa des sentinelles un peu partout et les officiers s'en allèrent. De logement, point. De nourriture, pas davantage et nous n'avions rien pris depuis le matin. Nous nous installâmes tant bien que mal sur les marches des grands escaliers de pierre. On était au commencement d'octobre, et il faisait déjà frais. Malgré cela, beaucoup d'entre nous s'endormirent sur leurs couches de pierre, d'autres se réunirent en groupe pour causer. Moi, je mourais de faim. J'avais beau serrer la boucle de mon pantalon, l'estomac criait toujours. J'avisai alors un gros Prussien qui portait suspendu à un bouton de sa tunique une longue pipe de porcelaine. Je la lui achetai, ainsi qu'un demi-paquet de ce tabac grossier que les Allemands appellent Knaster, et je passai une bonne partie de la nuit à transformer cette herbe en fumée. Enfin, le jour parut. On nous fit descendre dans la cour. Toujours point de distribution. Il y avait dans cette caserne des fantassins qui furent, par exception, très humains. Cela nous surprit, car les Badois qui nous avaient escortés jusque-là s'étaient montrés d'une brutalité et d'une sauvagerie révoltantes. Comme les fantassins étaient consignés, ils nous descendirent par les fenêtres, avec des ficelles, des demi-miches de pain noir et même des bidons de café. Mais il n'y en eut point pour tout le monde. Enfin vint l'ordre du départ. Toujours encadrés de Prussiens, nous sortîmes de la citadelle. Nous montâmes une longue rue tortueuse, le Gauche-Trace. Nous franchîmes les portes de la ville et bientôt nous fîmes halte en plein champ à droite de la route. Devant nous s'étendaient de longues files de tentes coniques,
On entrevoyait des uniformes français. Nous étions à ce fameux camp du Kreuzberg, où résidaient depuis 3 semaines déjà des prisonniers de Sedan, quelques milliers d'hommes. On nous divisa en compagnies, on nous distribua de vieilles tentes, des tentes autrichiennes que les Prussiens avaient prises en 1866, et enfin nous reçûmes chacun une demi-miche de ce pain noir et dur que les Allemands appellent Pumpernickel. Nous voici donc dans les prisons de l'ennemi. Ah! Que j'étais loin de prévoir cette triste fin lorsque 2 mois auparavant, je m'étais engagé, plein d'un enthousiasme débordant. Je comptais bien venir à Mayence, mais comme soldat d'une armée victorieuse traversant l'Allemagne, drapeau déployé, et venant reprendre ces villes de la rive gauche où subsistaient encore vivaces les souvenirs de l'occupation française. Au lieu de cela, je faisais partie d'une triste troupe de malheureux venant de Freuchwiller, de Sedan, de Strasbourg, livrés par l'impéritie des chefs et l'insouciance criminelle des gouvernants. Comme je regrettais d'avoir écouté les conseils de mon professeur de mathématiques, rencontré en sortant de la citadelle de Strasbourg. Je le suppliais de me conduire chez lui, de me cacher, de me procurer des vêtements civils, mais il me donna des raisons si concluantes. D'abord, la guerre ne pouvait plus durer longtemps, la paix allait être signée dans la quinzaine, puis, en tout état de cause, le soldat devait suivre son corps et ses chefs. Il était sûr ainsi d'être dans la voie du devoir, je l'écoutais et je le regrettais ensuite. Si la guerre continuait, allais-je rester ici inactif, inutile ? Je me promis bien de tout tenter pour m'évader. Tous nous étions bien tristes en ces premiers moments. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.